Thé Café. Offrir à nos Matahiapo un cadre de vie digne et sécurisé, c'est tout l'enjeu des assises Upuru Matahiapo qui se tiendront aujourd'hui et demain à l'Université de la Polynésie et à l'Assemblée. Pour en parler, nous recevons la vice-présidente de la Polynésie, Chantal Minari également. Madame la vice-présidente, Yorana. Yorana, Maruru de m'avoir invité ce matin. Si vous me permettez, je souhaitais transmettre mes sincères condoléances à la famille de notre collègue, M. Jean-Marius Rapoto, qui a vraiment assuré notre culture avec passion et amour. Donc, je voulais commencer par cela et puis vraiment dire que c'est une perte qui est difficile pour notre Fénois. Maruru Meite. Minar, et bienvenue dans notre studio de Pamat. Et alors, notre population vieillit, on le sait aujourd'hui, 15% de la population a plus de 60 ans. Ça représente un peu plus de 42 000 personnes. Alors, selon les projections, on atteindra les 20% d'ici 2030 et les besoins pour accompagner justement ces Matahiapo augmentent. Quand on parle de besoins, on parle de quoi concrètement? En fait, on sait que quand on prend de l'âge, on ressent quelques difficultés. En fait, l'idée, c'est d'anticiper et mieux comprendre en fait le fait d'être Matahiapo déjà. Et il faut qu'il y ait une prise en charge adaptée pour nos Matahiapo. La deuxième chose que nous voulons aussi travailler, c'est renforcer les solidarités intergénérationnelles et nous dire que nos Matahiapo ont quelque chose à nous laisser, parce que c'est vraiment l'âge où ils ont la sagesse et la maturité. Il faut peut-être que notre société en profite. Et puis le dernier point, c'est vraiment d'améliorer la vie de nos Matahiapo. Alors, Minari, une enquête a été réalisée l'an dernier par le docteur Lauriane Dos Santos, sociologue à la Maison des sciences de l'homme et du Pacifique, sur la prise en charge notamment de nos Matahiapo par les familles. Pourquoi était-il important pour le pays de comprendre cela? Alors, il faut savoir que c'est une enquête que j'ai voulu mettre en place donc, avec l'université. Ce qui a été important pour nous, c'est de travailler aussi en étroite collaboration avec l'Assemblée de la Polynésie, puisque ça tombe bien, puisqu'on a mené cette enquête au niveau de l'université, accompagnée de la mission d'information de l'Assemblée de la Polynésie, pour dire que c'est vraiment une thématique qui inquiète aussi les élus de l'Assemblée. Je suis heureuse de pouvoir travailler avec les élus de l'Assemblée sur cette thématique. Alors, l'enquête révèle aussi des risques sociaux qui rendent nos Matahiapo vulnérables. Quels sont ces risques sociaux? En fait, dans l'enquête de Mme Dos Santos, c'est vraiment de dire que nos Matahiapo ont des risques psychosociaux. Alors, vous savez, quand on prend de l'âge, c'est sûr qu'on a aussi notre réflexion qui est peut-être plus acerbée, puisque on vieillit, on sait qu'on est plus proche de la mort et donc on a d'autres besoins que peut-être quand on est jeune, on n'a pas tout à fait les mêmes besoins. Et puis, ça crée quand même des problèmes. On a envie d'être avec sa famille et la famille n'est pas forcément là, puisque les enfants travaillent, les parents travaillent. Et bien souvent, nos Matahiapo sont confrontés à une solitude peut-être. Il faut dire aussi qu'après 60 ans, on a beaucoup de risques aussi de maladies chroniques, ce qui met aussi nos Matahiapo dans une situation un peu difficile. Est-ce que l'isolement social des Matahiapo en Polynésie est élevé, est important? Est-ce que de plus en plus de Matahiapo se retrouvent dans des centres ou sont délaissés par leur famille? Alors, sur les 42 000 Matahiapo qui a été cité, nous avons à peu près dans les centres peut-être environ 1000 Matahiapo, je dirais, puisque c'est ce qui a été répertorié au niveau de la DSFE. Il faut savoir que dans les foyers, vous avez aussi des Matahiapo qui restent dans nos foyers et surtout dans les îles. Comme vous le savez, nous n'avons pas d'unité de vie en général. Les Matahiapo restent dans leur famille. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'en tant que ministre des Solidarités, je soutienne vraiment ces aidants fétiches qui sont là pour aider notre Matahiapo dans les foyers. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il faut penser aussi aux Matahiapo quand la journée, parce qu'ils s'ennuient. Et en plus, il faut aussi s'en occuper. Donc en ce moment,
Je rencontre les maires des communes pour voir avec eux comment est-ce qu'on peut mettre des actions pour aider les Matahiapo pendant la journée. Pour les occuper. Voilà, et vous avez des communes qui ont des modèles extraordinaires comme la commune de Punavia, la commune de Papeete, la commune de Fa'a. Alors vous venez de parler des aidants Feti. Qui sont ces personnes? C'est uniquement des personnes de la famille ou pas? En principe, oui. Ce sont des personnes directement liées à notre Matahiapo, puisque ce sont nos Matahiapo qui acceptent quand même que tel membre de leur famille s'occupe d'eux. Alors ça peut être des motois, ça peut être l'enfant direct, mais il faut qu'il y ait ce lien familial. Et pour moi, c'est important parce qu'il faut qu'il y ait quand même ce lien intergénérationnel entre le Matahiapo et les Danfeti. En échange, ils touchent une indemnité de 50 000 francs. Voilà, les Danfeti touchent une indemnité de 50 000 francs. Je reconnais que j'ai été sollicitée plusieurs fois par les familles pour me dire que ce n'est pas assez. Et je compte aussi sur ces 2 jours de réflexion pour qu'on trouve ensemble des solutions. Parce que vous savez qu'en tant que ministre des Solidarités, je dépends aussi du ministre de la Santé. Et là, pour augmenter les aides des Danfeti, il faut que je vois cela aussi avec le ministre des Finances. Est-ce que c'est facile d'en trouver ou pas? Déjà, ils sont combien aujourd'hui, les aidants? Alors aujourd'hui, pris en charge par la DSFE, ils sont à peu près 350. Alors ça ne fait pas beaucoup, vous me direz, 350, et c'est important pour nous à chaque fois, chaque année je dis. Et c'est vrai qu'on a plus de 2000 et quelques, 2900 aidants Feti qui sont en place actuellement. D'accord. Alors, on l'a vu dans certains reportages, notamment en métropole, sur des personnes âgées qui sont maltraitées. Est-ce que des cas de maltraitance ont également été remarqués, constatés ici au Fénois? Alors, je vais être franche. Depuis que je suis ministre des Solidarités, sincèrement, je n'ai pas été alertée de maltraitance directe. Ce qu'il y a seulement, ce qui m'a alertée, c'est plutôt des Matahiapo, mais il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 3, qui ont décidé d'aller dans la rue, qui sont SDF, puisqu'ils ne sont pas loin de l'Assemblée. Je les vois, je les rencontre quelquefois. Ils ont fait le choix d'être dans la rue parce qu'ils veulent avoir leur liberté. Parce qu'ils me disent que quand ils sont chez eux, on leur demande de faire ceci, faire cela ou de payer cela, ils ne veulent pas. Je dis, ils ont aussi leur liberté. Mais concernant de la maltraitance directe, non. On ne m'a vraiment pas saisi pour cela. Et est-ce qu'il y a eu une étude qui a été réalisée sur justement les Matahiapo maltraités? Il me semble oui, notre docteur, la Dos Santos, m'a alerté là-dessus, mais c'est plutôt sur la solitude. La solitude de nos Matahiapo qui sont seuls à la maison, parce que souvent, on ne les sollicite pas. Parce qu'en fait, on a eu aussi des modèles de Matahiapo avec la famille ou avec des associations qui vont leur rendre visite. Et puis les Matahiapo ont des histoires à raconter, bien apprennent aussi, par exemple, à tresser ou à coudre un tiféfé. Parce que je crois que c'est une des missions principales, à mon sens, qui m'est dévolue en tant que ministre des Solidarités, où je dois prendre en compte que ces Matahiapo ont des savoirs à transmettre à notre jeune génération. Et c'est vraiment ce que je tente de mettre en place depuis l'année dernière, puisque je fais des grands rassemblements de Matahiapo et d'associations de jeunes pour que les jeunes se rendent compte de la richesse justement de nos Matahiapo et que nos Matahiapo aussi transmettent peut-être aussi leur joie de vivre parce qu'ils chantent, ils rigolent, ils ont une autre façon de voir et je veux vraiment mettre cela en place, garder ces relations intergénérationnelles. Et comme je vous le disais tantôt, je rencontre les Tavana pour leur demander comment je peux faire au sein des communes avoir des salles et avoir des moments d'activité pour ces Matahiapo, mais qui est aussi des rencontres. J'ai même demandé au ministre de l'Éducation si on pouvait faire des déplacements des Matahiapo vers des classes pour apprendre, pour raconter des légendes, pour apprendre à chanter en Reo Tahiti. Et le ministre de l'Éducation a accepté. Donc ce sont les types d'actions, d'activités que nous pouvons mettre en place facilement.
Rapidement, Minar, il y a aussi les inégalités d'accès aux soins en Polynésie qui posent problème. Beaucoup d'évasanes sont réalisés entre les archipels éloignés et Tahiti et certains de nos Matariapo refusent de se faire évassaner. Comment peut-on expliquer ces comportements? Oui, chez nous, ce qui est inquiétant, c'est vraiment cette dispersion de nos îles. Ne pas oublier qu'on a 68 îles qui sont habitées et que ça crée un problème de distance, ça crée aussi un problème de transport, puisque quelquefois, il faut que les Matariapo prennent l'avion s'il y a un danger. Et vous avez des îles aussi qui n'ont pas de médecins et qui n'ont quelquefois pas d'infirmiers et qu'on est obligé de les transférer, de les transporter vers Tahiti. Et c'est vrai que tu as raison de dire que les Matariapo refusent de venir à Tahiti. Donc avec le ministre de la Santé, nous tentons vraiment de réduire ces inégalités parce que c'est vrai que ce sont des inégalités. Mais c'est vrai qu'il est difficile de trouver des solutions. Mais je sais que c'est avec les confessions religieuses aussi qu'on peut trouver des solutions et puis les communes pour voir comment faciliter la vie puisque nous pouvons aussi trouver des solutions sur les îles elles-mêmes. Alors les assises Haupuru Matariapo démarrent aujourd'hui. Il y aura quoi au programme du premier colloque? La première journée, c'est un colloque. Oui. Alors il faut savoir qu'on a décidé de mener ce colloque aujourd'hui à l'université parce que Mademoiselle Dos Santos a invité d'autres personnes, justement, d'autres experts, des diplômés, des universitaires de France qui sont spécialistes dans la gérontologie, qui peuvent venir expliquer justement l'évolution d'une personne humaine lorsqu'elle devient Matariapo. Je crois que ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est vraiment une réflexion et puis c'est le rendu aussi de son enquête. Et puis, il y a aussi des tables rondes. Et vous avez, voilà, ça c'est aujourd'hui, il y a ça déjà sur de la réflexion vraiment théorique, je le dis bien. Et demain à l'Assemblée, ça va être plus la réflexion pratique et voir ensemble avec les élus et tout le public qui sera présent, comment mettre en œuvre les 10 préconisations demandées par la mission d'information des élus de l'Assemblée. Justement, qu'est-ce que vous retenez concrètement de ces 10 propositions de la mission d'information de l'Assemblée? Écoutez, d'abord, je voulais remercier mes collègues de l'Assemblée pour toutes ces préconisations parce que, évidemment, que la première préconisation, c'est le bien-être au quotidien de nos Matariapo. Alors, dire qu'on est déjà en train d'y réfléchir, ne serait-ce que par le fait de prendre nos Matariapo, de les amener vers des centres communautaires la journée. Vous avez aussi les Fareora que nous allons mettre en place avec la ministre Krolas. Et ça aussi, c'est un bon dispositif pour moi parce que ça sera un lieu de réunion aussi pour nos Matariapo avec la population. Et il faut dire aussi que ce qui m'importe, ce sont les textes réglementaires aussi qui viennent entourer les Matariapo, que je vais vraiment travailler avec les élus de l'Assemblée. Et le dernier point, c'est de favoriser la reconnaissance des aidants fétis, parce que ça, c'est important pour nous. Et la fiscalité aux ménages complexes, ça c'est le 10e point. Je dis que ça demande beaucoup de réflexion. Il faut surtout que le ministre aussi de l'économie et le ministre de la santé soient présents pour qu'on voit ensemble comment mettre en place ces 10 préconisations. Et je dis aussi que jusqu'à 2028, je suis prête à avoir un échéancier d'action que j'accepterai, qu'on mettra en place avec les élus de l'Assemblée, puisqu'au niveau des textes, ce sont les élus de l'Assemblée qui me soutiendront là-dessus. Minari, dernière question. Est-ce que l'image, l'aîné, est encore respectée en Polynésie, selon vous? Pour moi, l'aîné est globalement toujours respecté. Surtout lorsque je vais dans les îles éloignées, je vous dis que ça me rassure et ça me réconforte. Et je me dis en soutien parce que dernièrement, j'étais à Evaveh et puis j'ai mis en place des comptes famille. Il y avait des aînés et il y a d'autres aînés de Evaveh qui sont venus. Et quand j'ai entendu leur orero, leur discours et surtout, ce sont ces aînés-là qui sont venus nous parler de leurs coutumes.
eh bien, je vous dis que nous respectons toujours nos aînés en Polynésie. Bien sûr que nous avons des problèmes, je ne me cache pas la face. Cependant, je suis persuadée que c'est ensemble, avec les communes, avec les associations, avec les confessions religieuses et le pays même, que nous allons réussir à nous faire respecter, à respecter surtout nos aînés. Merci beaucoup, Minar. Également, Madame la vice-présidente, pour toutes ces précisions. On rappelle que les assises au Puru Matahiapo vont se tenir aujourd'hui et demain du côté de l'université et à l'Assemblée de la Polynésie. Parmi les thèmes abordés, la prise en charge de nos Matahiapo. C'est la fin de ce rendez-vous. L'invité café.